Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce JT des JT, le sommaire. Les députés de la 9e législature ont procédé cette semaine à l'adoption de la loi portant modification du code électoral. Découvrez dans cette édition la réaction des citoyens par rapport à leur vote. Le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato, a visité la promenade piétonne du projet Porte Novo Ville Verte le 7 mars dernier. Le point dans cette édition. Au Cameroun, la société civile interpelle le gouvernement sur la situation des droits de l'homme. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, je l'annonçais en titre, 79 voix pour, 28 contre et une abstention. C'est ce qui ressort du vote effectué par les députés de la 9e législature sur l'adoption de la loi portant modification du code électoral au Bénin le 5 mars dernier. Les citoyens de Cotonou se sont prononcés sur le nouveau code électoral. Ils sont au micro de Zawe TV. On passe de 10% à 15%. Et maintenant, dans l'ensemble des circonscriptions, il faut 3/5. Quand vous voyez ça, du côté de l'opposition, en dehors du parti Les Démocrates, je n'ai pas vu un parti de l'opposition qui peut s'en sortir. Donc c'est un peu de l'exclusion, pour ne pas dire que c'est de l'exclusion. Mais on verra, comme c'est les élus de 2026 qui vont parrainer, on verra ce qui va se passer. Pour le moment, c'est un peu corsé, hein, malgré que c'est corsé, au sein de l'opposition, c'est un seul parti, les démocrates. Le peuple est éveillé, je ne vais pas vous mentir. Ce sont eux-mêmes qui ont voté ce code-là. Maintenant, ils voient que le code n'est plus au complet. Il faut retoucher certains articles dedans. Ils l'ont fait à leur portée. Nous sommes là. C'est le terrain qui commande. Nous sommes sur le terrain et c'est le terrain qui commande. En 2026, on verra ce que ça va donner. On va expérimenter. Les élections passées législatives, est-ce qu'il y a des groupes qui n'ont pas eu les 10%? Que même ils ont voté là-bas, ils ont demandé. Et on quitte 10% pour 15%. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'il y a des partis là qui ne peuvent même pas avoir 15% dans une localité septentrionale? On était à 10%. Et juste à cause de ces 10%, les gens se sont retrouvés en prison. Et les gens sont encore en prison. Parce que c'était 10%. Aujourd'hui, vous revenez, vous dites 15%. Et un député d'un parti ne doit que parrainer un candidat de son parti. Et s'il doit parrainer un autre candidat, il doit d'abord avoir l'autorisation de son parti. C'est dommage. Je vais demander à la classe politique de l'autre côté qui n'est pas avec le pouvoir qu'il ne faudrait pas qu'ils se laissent intimider par le pouvoir en place. Nous sommes en démocratie et nous allons tout faire pour que la démocratie triomphe. Donc 2026, moi je n'ai pas de soucis. Ce qui est sûr, il y aura alternance en 2026. Sincèrement, il y aura alternance en 2026, donc ne nous inquiétez pas. Et je vais leur demander à la classe politique de l'opposition de marcher gaiement, de se réorganiser pour aller à l'assaut final.
J'attends la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot. Parce que selon les injonctions qu'il a données, je ne suis pas sûr que les députés ont suivi à 100% ces instructions-là. Et c'est dans le cadre de ce dont la Cour a parlé. La Cour a été claire, ce sont les députés de la 9e législature qui vont parrainer la candidature présidentielle prochaine. Qu'est-ce que les gens en décident? C'est très important. Nous attendons la décision courageuse de la Cour constitutionnelle. La plateforme électorale des organisations de la société civile suggère la suspension de l'examen des propositions de loi modificatives du code électoral. Elle propose son renvoi à une session ultérieure. C'est dans une déclaration publique qu'elle s'est prononcée le 5 mars dernier. Suivons ensemble. Dans sa déclaration du 22 février 2024, la plateforme électorale des organisations de la société civile, coordonnée par ONEP Bénin, invitait les acteurs habilités, notamment les députés de l'Assemblée nationale, à privilégier l'inclusivité dans la démarche d'amendement du code électoral pour une stabilité de la loi. À cet effet, en vertu de l'article 34.7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la plateforme électorale a sollicité, sans suite, l'opportunité de contribuer aux travaux en commission des lois en vue de l'examen en plénière du code électoral. Contre toute attente, la plateforme électorale constate que la démarche empruntée pour l'amendement du code électoral est similaire à celle de 2019. Pire, des retours obtenus par voie de presse informent de ce que la proposition en cours d'approbation en plénière comporte des dispositions de durcissement de la loi électorale qui portaient déjà des gemmes d'exclusion et de conflit dénoncés par tous les acteurs. Cet état de choses augmente les craintes de la plateforme électorale car les points qui nécessitent débat, selon elle, sont nombreux. En ce qui concerne, par exemple, les élus qui doivent parrainer, s'il est vrai que les élus parlementaires et communaux dont les mandats seraient échus début 2026 seraient peu légitimes à parrainer les futurs candidats à la présidentielle 2026, il est d'autant plus vrai que de nouveaux élus communaux de 2026, encore dans les liens de contentieux électoral, soient peu légitimes pour parrainer. Au regard des préoccupations sus-évoquées et qui ne sont pas exhaustives, la plateforme électorale craint que la loi électorale qui sera issue du processus actuellement en cours au Parlement, au lieu de régler les problèmes existants, n'envenime la situation et crée davantage de conflits parmi les acteurs politiques et des dégâts pour l'ensemble de la nation. En conséquence, la plateforme électorale suggère fortement que l'examen de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral soit purement et simplement suspendu et programmé à une session ultérieure pour permettre des débats inclusifs au-delà de l'Assemblée nationale. Élue présidente de la Haute Cour de justice vendredi 1er mars dernier, la professeure Dondi Yamou est entrée officiellement dans ses fonctions le 4 mars 2024. La passation de charge entre elle et la présidente sortante Cécile Marie-Josée de Dravo-Zéziloé a eu lieu au siège de la juridiction à Porto Novo, ce en présence de plusieurs présidents d'institutions, dont les présidents de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême. Icône TV pour plus de précision. Merci. La professeure Dondi Yamou entre officiellement dans ses fonctions de présidente de la haute juridiction béninoise. La cérémonie de passation de charge entre la présidente sortante et celle entrante s'est tenue lundi 4 mars au siège de l'institution à Porto Novo. En tout état de cause, c'est ensemble, dans la réflexion collective, les actions conjointes et concertées que vous aurez à poursuivre l'œuvre entamée
par les précédentes mandatures dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité des gouvernants. Dans cette perspective, le véritable défi reste l'opérationnalisation juridictionnelle de la Haute Cour de justice. Et la condition essentielle pour y arriver réside dans l'amendement urgent des textes qui la régissent et qui autrement produiront le même effet de blocage ou de léthargie, quelle que soit la nature de la juridiction devant laquelle on devra les appliquer. Je voudrais vous souhaiter plein succès dans l'accomplissement de votre mission républicaine. Conseillère à la Cour constitutionnelle, Dandi Niamou, élue le vendredi 1er mars, est la 6e présidente de la Haute Cour de justice. À peine installée, la professeure annonce de grands défis dans sa mission républicaine. C'est avec une profonde conscience de responsabilité qui désormais m'incombe, celle de présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, notre si beau pays, que je voudrais témoigner ma reconnaissance à chacun d'entre vous d'avoir rendu ce moment possible. Je voudrais, avec l'ensemble des juges, questionner sans complexe notre place dans l'environnement institutionnel, notre capacité à rendre possible la fin du règne de l'impunité ou, à tout le moins, du sentiment d'impunité des plus hauts responsables de notre pays. Je sollicite pour cela le soutien de l'Assemblée nationale pour que le credo de chacun des députés et particulièrement du président de l'Assemblée nationale ici présent pour la lutte contre l'impunité soit une réalité. On prit part à la présente cérémonie de passation de charge le président de la Cour suprême, le médiateur de la République, le président de l'Assemblée nationale et bien d'autres acteurs de la scène juridique béninoise. La 7e mandature, celle à thème, n'a pas manqué d'œuvrer pour la consolidation des états de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. De nombreuses actions ont été menées dans le sens de l'amélioration des conditions de travail, à la fois en termes de cadre de travail et de moyens de travail. Par exemple, la réfection des locaux, connexion à meilleur débit, logiciel de gestion des stocks, séminaires de formation du personnel, installation de la commission administrative paritaire, dématérialisation de l'administration, etc. Une mandature prend fin et une autre s'ouvre. Les 13 membres travailleront donc pour le rayonnement de la haute juridiction. Investir en faveur des femmes accélérées, le rythme, c'est le thème retenu pour l'édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme. Le Bénin a célébré cette journée du 8 mars 2024 à l'instar de la communauté internationale. À cet effet, ESAE TV vous propose un reportage sur le personnel féminin du groupe ESAE. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Le personnel féminin de ESAE semble étranger aux manifestations organisées à cette occasion. Au sein de cette entreprise, rien de spécial ne se faisait. À ESAE, la journée du 8 mars est une journée normale. On travaille, on vient tôt le matin, on fait ce qu'on a à faire et puis chacun rentre chez soi. Généralement, la journée du 8 mars se passe dans la sobriété, je vais dire. C'est une journée comme toute autre, sauf que en cette journée-là, on a tendance à célébrer les femmes du groupe ESAE. À ESAE, généralement, le 8 mars passe toujours comme un jour ordinaire, comme un jour comme si on expédiait un courrier à la poste. Cette indifférence n'empêche pas les femmes de ESAE d'exprimer leur attente pour le 8 mars. Comme le dit le nom, Journée internationale des droits de la femme, moi je veux peut-être qu'on fasse une demi-journée au boulot, pourquoi pas. À ESAE, par exemple, primer les femmes du groupe de presse ESAE, organiser des petites séances peut-être de marche pour un sport peut-être un week-end. Et comme je crois cette journée, cette année, ça tombe sur un vendredi, pourquoi ne pas organiser peut-être un vendredi matin ou bien le samedi matin, une marche avec tous les étudiantes de ESAE, même les hommes aussi peuvent y participer. C'est un jour où j'aimerais bien que l'administration se souvienne souvent que mais j'ai des femmes dans mon administration, même si ce n'est pas seulement des femmes qui sont au niveau des rédactions, et que le PDG organise quand même une séance d'échange avec les femmes
pour pouvoir essayer de voir à quel niveau les femmes du groupe de presse ont le mental, histoire d'essayer de discuter avec nous sur nos conditions de travail. À partir de cette année 2024, le 8 mars n'est plus un jour ordinaire à ESAE. Comparativement aux années antérieures, je crois que cette année à ESAE, il y aura une petite touche concernant la célébration du 8 mars. Le personnel du groupe Colon en griffe, comme célébrer cette année particulièrement les Amazones que nous sommes. Cette année, il y a eu une initiative qui a été mise en place pour cette célébration. Donc, Conlou, il y aura une émission qui est dédiée spécialement pour les femmes journalistes, ou bien disons, les femmes de la boîte de Zaï. Voilà. Une initiative louable qui vient valoriser les femmes du groupe Colon. Parlons à présent d'expropriation de parcelles à Togben, zone 4. À ce propos, le ministre du Cadre de vie chargé du développement durable, José Didier Tonato, a assuré mardi 5 mars dernier que l'opération démolition des maisons à Togben a été faite dans le respect strict des lois en vigueur en République du Bénin. Ces propos sont recueillis par Kingo TV. Dans le cadre de la réalisation du projet de développement touristique engendrant des travaux d'aménagement sur la route des Perches et divers travaux d'aménagement remarquables autour de cette route, à Fidrosé, à Togben et à Dunka, il a observé une opération visant le déguerpissement des résidents de Togben zone 4. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, a animé une conférence de presse avec les cadres techniques ce mardi 5 mars 2024 pour expliquer et rassurer sur les polémiques suscitées par cette opération d'expropriation dans cette zone. Depuis que ce projet a été défini, nous avons commencé entre 2021 et 2023 une communication basée sur l'information de la grande masse. Et beaucoup de gens se souviendront que le chef de l'État s'est lui-même déplacé plusieurs fois sur le terrain pour constater de visu, parler avec les personnes et donner les orientations de façon à permettre, par exemple, sur le front sud de la route des Pêches, que les activités commerciales, les restaurants et consorts puissent continuer à mener leurs activités et que la zone qui va être touchée sur le périmètre nord soit la zone la moins impactée par les constructions. Et de façon plus précise, nous avons passé un communiqué en février 2023 pour demander que, depuis la décision de novembre 2021, le démarrage des projets nous contraignait à démarrer la libération du site puisque la viabilisation devait commencer et les différentes implantations aussi devaient commencer. De façon précise, le 10 février 2023, nous avons fait une séance d'information animée par moi-même, le porte-parole, c'est un des ministres, le directeur général de la CIMO, au ministère des Affaires étrangères, où les principaux acteurs avec qui nous avions déjà parlé sur le terrain ont été reçus et informés sur le contenu du projet qui allait être exécuté et la façon dont, n'est-ce pas, ce projet allait impacter leur activité et les dispositions que nous étions en train de prendre pour leur permettre de continuer leur activité. Et tous ceux-là ont été d'accord avec nous. Nous avons géré avec eux, si vous observez bien sur le front sud, le recul de leurs activités pour libérer la bande de 30 mètres dans laquelle nous sommes en train de faire les travaux depuis quelques mois. Certains ont résisté, mais la route ne peut pas s'interrompre, passer par le ciel et redescendre. Voilà pourquoi nous ne nous décourageons pas. Nous continuons de discuter pour que la libération de l'emprise se fasse toujours dans les conditions douces, pacifiques. Sauf quand on oblige l'État et que le dérapage de délai nous impose un dérapage financier que nous ne souhaitons pas avoir. C'est quand nous sommes totalement acculés que nous intervenons avec la force qui doit rester à la loi. Suite à cette séance du 10 février, plusieurs réunions individualisées par petits groupes ont été
conduite par l'équipe de la CIMO qui est en charge de la mise en œuvre de ce projet-là pour appuyer la sensibilisation porte à porte qui a été faite en vue du démarrage effectif, pour accompagner les PAP, les personnes affectées par ce processus, à constituer leur dossier, puisque l'ensemble des dossiers devaient être déposés à l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui est la personne responsable du dédommagement. Je voudrais préciser que la méthode, la volonté de faire correctement les choses a amené le gouvernement, responsabilisant l'ANDF, à créer le Fonds national du dédommagement foncier, à créer une commission qui, projet par projet, règle les questions de dédommagement. Donc les PAP ont été reçus, les explications ont été données, les attentes ont été enregistrées et progressivement, nous avons avancé dans ce processus-là. Il faut dire que sur le cas du Tobin, zone 4, nous avons dès le départ rencontré une résistance à la collaboration. Beaucoup de gens se sont inscrits dans une démarche de contestation du projet et donc d'une opposition à la libération de l'emprise que l'État voulait conduire. C'est pourquoi, de 2021 jusqu'en 2024, nous avons pris le temps qu'il faut pour essayer de convaincre, sensibiliser, informer. Je voudrais vous donner une précision sur la démarche, parce que quand je disais que moins de 5% du terrain du domaine concerné est construit, l'évaluation, c'est 2 niveaux d'estimation. Il y a une estimation qui concerne le foncier. Cette estimation est basée sur des valeurs foncières officielles enregistrées dans un décret. Donc nous avons des valeurs connues, en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Il est important de préciser que le foncier est évalué sur cette base-là parce que l'État ne peut pas s'inscrire dans un dédommagement du foncier sur la valeur du marché simplement parce que c'est une valeur que nous ne maîtrisons pas, c'est une valeur qui est soumise à spéculation et c'est une valeur que si nous l'adoptons, le marché pourrait nous opposer à chaque fois qu'il y aurait une autre transaction immobilière, un autre coût. Donc l'État a besoin de se donner des garde-fous pour l'évaluation du foncier. En ce qui concerne l'évaluation des constructions, des bâtiments, cette évaluation a toujours été faite de la façon la plus juste, la plus équitable, à la valeur du jour de l'estimation pour dire tel bâtiment de telle superficie construit à telle date coûte tant sans dépréciation. Sans dépréciation, ceux qui sont spécialistes de l'expertise immobilière savent de quoi je parle. Sans taux de vétusté enregistré, c'est comme si on travaillait à la restitution de la valeur de reconstruction. Donc, foncier évalué sur la base du taux du décret officiel, bâtiment évalué sur la base du coût réel de construction. Voilà les dossiers que nous faisons. Une fois que les évaluations sont faites, nous les transmettons aux personnes affectées et nous entamons une négociation parce que la plupart du temps, ces estimations sont contestées. C'est dans ces va-et-vient-là que vous avez dû voir plusieurs personnes intervenir pour dire que oui, elles ont été grugées, elles ont été injustement spoliées. Mais l'État ne peut pas conduire un projet privé en créant ce genre de frustration. Nous essayons de le faire sur la base des instructions que nous avons reçues de la façon la plus équitable. Ceux qui ont constitué leur dossier, ceux qui ont essayé d'aller vite ont été totalement indemnisés. Des gens ont été payés. Sur le domaine dont nous parlons, observez bien, nous avons répertorié par rapport à tous ceux qui parlent 8 cas sur 1117 personnes. 8 cas sur 1117 personnes. Ça vous donne une idée du niveau d'adhésion
que les populations manifestent par rapport à ces projets-là. Je ne voudrais pas m'étendre de façon spécifique sur ces cas, mais ces résistances-là, compte tenu du fait qu'on ne peut pas attendre indéfiniment, nous ont amené à consigner, comme on le fait toujours à la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin, les ressources destinées à l'indemnisation des personnes qui n'ont pas encore accepté de rentrer dans la dynamique de collaboration pour favoriser la mise en œuvre de ces projets-là. Voilà les conditions dans lesquelles les choses se sont passées jusqu'aux événements du 22 février où les derniers bâtiments du périmètre ont été démolis après que nous ayons lancé un communiqué fixant au 6 février la date de libération définitive de l'emprise du projet. Nous avons passé 2 ans à communiquer. Nous avons passé 2 ans à communiquer, à expliquer et à parler individuellement aux uns et aux autres. Je voudrais dire ici que ce traitement qu'on a fait fi de ce que la loi nous imposait de faire. Je vais vous lire les conditions dans lesquelles la loi autorise normalement l'État à dédommager en réalité. Conformément au code foncier et domanial, le dédommagement doit être justifié par la détention d'un titre foncier et d'un permis de construire en cas de construction. Autrement dit, seuls les détenteurs de titres fonciers et de permis de construire devraient bénéficier d'un dédommagement. Si je regarde le périmètre dont nous parlons, je ne crois pas qu'il y ait eu un titre émis en novembre 2021 et la date d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler. Nous n'avons pas délivré de titre foncier. Je n'ai pas souvenance ni connaissance d'un permis de construire qui a été délivré dans cette zone. Donc ça veut dire que je suis en face de personnes affectées par le projet qui ne sont pas régulièrement constituées pour être dédommagées. Et pourtant, le chef de l'État, le gouvernement nous a instruit de faire fi de ces exigences que nous impose le code foncier et domanial pour faire un traitement social de tout le dossier, de tout le projet. Et donc, les dédommagements fonciers que nous avons faits, la prise en compte des constructions telles que nous l'avons fait, nous n'avons pas exigé que les gens nous exhibent leur titre de propriété ni leur permis autorisation de construire. Simplement parce que nous voulons travailler dans une ambiance de pacification totale. Une autre difficulté que nous avons également, c'est que entre avril 2020 et novembre 2021, s'est développée une spéculation foncière autour de ce périmètre que l'État ne peut pas encourager. Dès lors qu'on a libéré le périmètre, à cause de la valeur ajoutée due aux investissements que nous faisons sur la route des pêches, les gens se sont lancés dans la spéculation foncière sur ces périmètres-là. Et je pense que c'est la plupart de ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui pris à leur propre piège et se plaignent. C'est eux qui d'autant plus que ceux qui se plaignent ont la possibilité, le droit de porter plainte, de déclencher une procédure contentieuse. Mais les gens ne se présentent pas à nous pour régaler leur dossier parce qu'il y a plein de dossiers de mutation qui n'ont pas été aboutis. Les gens ont acheté en sous-main, les gens n'ont pas fait les formalités jusqu'au bout et aujourd'hui se retrouvent dans une situation où, si la mutation n'est pas totalement consommée, ils ne peuvent pas boucler leur procédure d'indemnisation. Vous avez des gens qui parlent sur les réseaux, vous regardez le répertoire, leur nom n'y figure pas. Ils estiment être des personnes impactées par le projet. Donc c'est la spéculation foncière qui favorise cette pagaille-là qu'il nous faut arrêter. Malgré ça, le gouvernement est disposé à traiter chaque cas avec la plus grande équité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, malgré la polémique
nous sommes déterminés à aller au bout parce qu'il s'agit de l'intérêt général, parce que notre pays en a besoin, parce que, excusez-moi beaucoup, ces 60 dernières années, le rythme de construction que nous avons connu depuis 2016 est une réalité. Nous n'avons pas eu dans notre pays. Nous étions un gap en retard dans la sous-région et nous avons besoin que notre pays aussi soit construit pour attirer les touristes, étant donné que le tourisme est pratiquement l'épine dorsale de notre programme d'action du gouvernement. Donc, notre objectif, c'est de réaliser le projet, et pour que le projet soit réalisé, c'est l'indemnisation des personnes affectées par le projet qui est la première démarche à faire. Le Bénin est l'un des rares pays où les études d'impact environnemental et donc les plans d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet, ce principe est appliqué aujourd'hui au projet sur financement du budget national. Avant, c'était le financement Banque mondiale, AFD, Union européenne qui nous imposait d'indemniser, de dédommager les PAP. Tous les projets que nous avons faits, même quand il n'y a pas besoin d'indemniser, regardez les marchés urbains, nous avons reconstruit une installation provisoire pour que les gens ne perdent pas leur activité économique. Regardez la route des pêches. Tous les restaurants ont été préservés. On leur a demandé de reculer de 30 mètres pour favoriser la construction de la route, puisque après ça, il y a un parcellaire qui va permettre de les réinstaller. Donc, M. Aboba, à tout moment, peut se rapprocher de la CIMO, de l'ANDF, pour que son cas soit traité et conclu. L'intervention d'aujourd'hui, c'est pour dire simplement et rassurer l'opinion publique que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous l'avons fait dans le respect strict des tests qui gouvernent la matière dans notre pays. Le programme va continuer. Nous sommes ouverts à tous ceux qui, même ceux qui ont contesté la démarche injustement jusqu'à présent, nous sommes disposés à les recevoir, à regarder leur dossier et à les traiter de la façon la plus juste. Le ministre du Cadre de Vie, José Didier Tonato, a visité la promenade piétonne réalisée dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte, accompagné d'une forte délégation de son département ministériel. C'était le 7 mars dernier en présence de la préfète du département de l'Ouémé ainsi que du directeur général de l'Agence pour la réhabilitation de la ville de Porto Novo. Mardi 5 mars dernier, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a reçu à Cotonou l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Jean Todt. Leurs échanges portaient sur la situation de la sécurité routière en République du Bénin, notamment le bilan des actions menées par le Bénin par rapport au respect du code de la route. Pour plus de précisions, suivez cet élément signé Canal 3 Bénin. Le problème suivant, c'est une fois qu'il y a les casques, c'est s'assurer que ce soit de bons casques. Au cœur de cette séance d'échange entre 3 ministres du gouvernement et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, la question de la sécurité routière. Le dernier rapport de situation 2023 sur la sécurité routière dans le monde montre que depuis 2010, le nombre de décès dus aux accidents de la route a diminué de 5% pour se stabiliser à 1,19 million par an. Les accidents de la route sont, selon Jean Todt, l'une des causes de la mortalité dans le monde, surtout dans le rang des jeunes. Pour inverser la tendance, plusieurs mesures doivent être prises selon l'Organisation mondiale. C'est l'éducation, l'application des lois, et ça j'insiste, c'est très important, parce que s'il n'y a pas d'application des lois, je parle devant le ministre de l'Intérieur, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut ce qui s'appelle la peur du gendarme, c'est indispensable. Ensuite, la qualité des véhicules, la qualité des routes et la qualité des secours. Depuis quelques années, le gouvernement a fait de la réduction des accidents de la route l'une de ses priorités. Depuis le vendredi 1er mars 2024, la police républicaine a démarré la répression des infractions liées au non-respect du code de la route, à savoir l'excès de vitesse, le non-port de casque, les surcharges, le non-respect des couloirs de circulation. Et voici le casque homologué et recommandé par les Nations Unies pour mieux protéger les usagers en cas d'accident. Un casque ventilé respectant les normes
et qui coûte moins de 15 000 francs CFA. Nous sommes d'abord à l'étape du contrôle du port de casque. Je crois que désormais nous allons passer à une étape supérieure, c'est-à-dire la qualité du casque qui est porté. Je crois que par rapport au port de casque, il y a quand même une avancée remarquable sur toute l'étendue du territoire national, parce que les contrôles se font et les citoyens de plus en plus comprennent que désormais, quand on roule à 2 roues, on doit avoir un casque. C'est vrai, nous avons fait des progrès pas pour atteindre les ODD. Sur les 10-20 dernières années, nous avons réduit suffisamment le nombre de décès sur les routes, mais nous restons encore, ces dernières années, un des pays où la mortalité est la plus élevée dans le monde, pas en Afrique seulement, dans le monde. Et donc c'est un grand enjeu pour notre gouvernement de nous attaquer à ça. Conscient que le mauvais état de la route constitue l'une des principales causes des accidents, le gouvernement a énormément investi dans la réalisation des infrastructures routières dans les grandes villes du pays. Ces efforts ont été salués par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui a réaffirmé l'engagement de l'Organisation mondiale à accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de sa politique de sécurité routière. Les activités du projet relatif à la reclassification et le rebornage du réseau routier au Bénin ont été lancées lundi 4 mars dernier à Cotonou sous la coupole du Millennium Challenge Corporation Bénin Régional et le gouvernement béninois. Les parties prenantes du secteur routier du Bénin y ont pris part activement. Canal 3 a été le témoin de ces lancements. On suit ensemble. Il s'agit d'une activité prévue à l'ordre des réformes politiques et institutionnelles sur l'entretien des routes au titre du dernier compact régional du Millennium Challenge Corporation dont a bénéficié le Bénin. Le projet de classification du réseau routier et interurbain du Bénin a été officiellement lancé dans la matinée de ce lundi à Cotonou en présence de toutes les parties prenantes. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites au Bénin depuis longtemps. Mais nous devons définir une stratégie de l'entretien de ces différentes infrastructures. Et pour pouvoir entretenir quelque chose, il faut savoir ce que vous voulez entretenir. Si je vous dis de venir entretenir régulièrement ma maison, je dois au minimum vous dire qu'il y a un jardin, 3 chambres, un salon, etc. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Nous essayons de classifier ou reclassifier le réseau routier du Bénin. Le rôle des États-Unis, c'est un rôle de financement, aussi un rôle de conseil, un rôle de soutien technique, mais il est important de remarquer aussi que le gouvernement partage le financement autour de plus de 50%. C'est le consultant français Aegis Ville et Transport qui a été sélectionné pour piloter le projet qui va durer 13 mois. Ça va passer par un diagnostic de l'existant, d'une définition, d'une nouvelle définition des critères de classification et enfin d'un géoréférencement des routes, des nouvelles routes à classer et de la mise à jour de ce décret, de ce décret 2001. Donc voilà, on va finir ce projet par ce nouveau décret à la fin des 13 mois du projet. Le Bénin entend pleinement jouer sa partition dans la concrétisation de ce projet qui va permettre à chaque citoyen de maîtriser son patrimoine routier. La partition, c'est d'accompagner le consultant à réussir sa mission à travers la mise à sa disposition des informations dont il a besoin et de nos expériences. Nous avons aussi une banque de données routières qui est une banque dynamique, une banque de données qui est web, que nous allons aussi mettre à la disposition du consultant et nous rendre également disponibles pour répondre à toutes les préoccupations. Pour rappel, la dernière classification routière du Bénin remonte à 23 ans. Cette reclassification va donc renvoyer au mieux l'image du patrimoine routier béninois. À la demande de Niamey, l'administration douanière du Bénin a accueilli
Depuis le lundi dernier, une délégation de la douane du Niger conduite par le colonel Abdoulaye Alidou Maïga. Ces hauts fonctionnaires étaient en visite en terre béninoise pour une mission d'exploration des installations de l'oléoduc dans le cadre de la réalisation du projet pipeline des sports Niger-Bénin. Pour plus de précision, voici l'élément signé ORTB. Il y a quelques mois, le chantier du projet Pipeline Export Bénin-Niger ressemblait encore à ça. Aujourd'hui, les travaux sont achevés. Pour amorcer la phase d'opérationnalisation de la station terminale de Sémékraké, une mission de prospection des douanes nigériennes est au Bénin. Une visite de travail qui fait suite à une demande d'autorisation de la mission de prospection formulée par les autorités douanières du Niger. On a reçu votre demande d'une visite pour une mission de prospection du projet WAPO. Ce projet est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail et de coopération. Ce projet est un projet de plus pour tisser les liens entre le Bénin et le Niger. Et c'est dans la dynamique de renforcer la coopération entre les deux pays voisins que se tient cette visite de travail. Elle va permettre d'explorer avec les services techniques des douanes béninoises les contours juridiques et matériels à même d'assurer une présence permanente des agents des douanes du Niger au Bénin. Dans quelques jours, le Niger amorcera le processus d'exportation de son pétrole brut. Cette phase est d'une importance hautement stratégique aussi bien pour le Niger que pour le Bénin, qui est le pays de départ des exportations. Je veux dire combien nos administrations douanières gagneraient en créant une synergie d'action afin de parvenir à des opérations de transit et d'exportation du pétrole brut pour les meilleures conditions, conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels nos deux pays ont adhéré. À cette première rencontre avec les responsables des douanes du Bénin étaient représentés l'ambassade du Niger et la société chargée de l'exploitation du pétrole brut. Prochaine étape, une visite de la station terminale d'export de Sémin et la bouée en haute mer. Préoccupé par le rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, a lancé un appel aux autorités du Niger, ce à travers un entretien accordé à un quotidien nigérien il y a quelques jours. En voici un extrait recueilli par Canal 3 Bénin. Nous allons dans quelques jours entrer dans le mois sacré du Ramadan. C'est un mois important pour nos peuples, de part et d'autre de la frontière. C'est le mois de repentance, c'est le mois aussi du pardon, c'est le mois de la reconnexion, de la dévotion en fait. Et moi, mon appel, c'est vraiment que pendant ce mois, nous puissions profiter de ce mois pour rebâtir, retisser les liens et faire en sorte que ce qui ne peut pas être coupé puisse être renforcé. Tout le monde a été impacté. Tout le monde a été impacté de quelque manière que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue social. Il y a des gens, moi j'ai des amis qui ont leur famille qui est de l'autre côté de la frontière. Il y a des gens où c'est le père qui est nigérien, la mère qui est béninoise, où les deux sont... Donc tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre. Je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que nous faisons pour que, après cette décision essentielle, importante, prise par les chefs d'État, que nous avons souhaité, que le président Talon a porté, il l'a annoncé publiquement, avant même le sommet des chefs d'État, et il a œuvré pour cela. Comment est-ce que nous faisons pour que, maintenant que les frontières sont ouvertes, maintenant que les sanctions sont levées, comment est-ce que nous faisons pour construire l'avenir? Hors du Bénin, ce dimanche 10 mars 2024, au Sénégal, Dakar s'est réveillé au son des premières caravanes électorales. La campagne a officiellement débuté samedi 9 mars et va durer 2 semaines au lieu de 3, puisque les électeurs sénégalais vont voter finalement pour la présidentielle le 24 mars prochain. Une campagne raccourcie à cause du report. Et il faut rappeler que le vote devait initialement se tenir le 25 février.
Au Cameroun, la société civile dresse son tableau de la situation des droits de l'homme dans le pays pour l'année 2023. Les ONG recommandent notamment au gouvernement d'éviter de traîner les civils devant les tribunaux militaires et d'accélérer les procédures judiciaires en vue de décongestionner les prisons. Sur le plan socio-politique, par exemple, les libertés publiques sont mises à mal à travers un certain nombre d'atteintes aux libertés d'expression, de réunion et de manifestation. Terminons cette page inter par l'un des 4 membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont signé dimanche 10 mars un accord de libre-échange d'une valeur de 100 milliards de dollars afin de promouvoir les investissements et les exportations, ont indiqué des responsables. Cet accord prévoit que l'AL, composée de pays non membres de l'Union européenne, entre autres la Norvège, l'Islande, investira 100 milliards de dollars sur 15 ans en Inde, la 5e économie mondiale, a déclaré le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce JT des JT. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous dire au revoir, toute l'équipe de ZAE TV vous souhaite un bon début de semaine et surtout aux fidèles musulmans, très bon mois de Ramadan.